Eh ben, merci beaucoup d'être venu à ce talk. Comme Alice osait suivre le lapin blanc et plonger dans la JVM pour comprendre son fonctionnement, alors c'est le titre le plus long de toute la conférence, je vous rassure, ça va pas être trop technique, c'est assez rigolo. C'est les différentes étapes que j'ai suivies pour diagnostiquer et résoudre un bug que j'ai trouvé dans la JVM. Alors, il y a une métaphore, Alice au pays des merveilles. Pourquoi il y a cette métaphore? C'est qu'en fait, j'ai découvert plein d'univers que je connaissais pas du tout avant de rentrer dedans, qui sont complètement différents. Et je trouvais que c'était plutôt bien adapté. Donc, qui suis-je? Ben, moi, je m'appelle Antoine Dessaigne. Je suis architecte logiciel chez Axway. C'est un éditeur de logiciels français d'environ 1500 employés. On vient tout juste de racheter Sopra Banking et SBS. On est plus maintenant, je ne saurais pas dire combien on est. Une fois n'est pas coutume, avant de commencer ce talk, j'aimerais remercier deux personnes qui ne me parlent pas français, mais qui m'ont aidé lors de ce diagnostic. Donc c'est Alexei Shipilev qui travaille chez AWS, je vous conseille de le suivre, il est génial. Et Nikolai Parlog qui est lui chez Oracle et qui m'a aussi, je vous conseille de le suivre, ils sont super. C'est parti, on va remonter dans le temps, on va remonter décembre 2023. Et là, à ce moment-là, on voit un problème. Qu'est-ce qui se passe chez nous? On voit apparaître une null pointer exception sur un de nos benchmarks. Donc on en a 16, et il y en a un qui va se mettre à faire une null pointer exception. Et il faut savoir, petite particularité, que le logiciel sur lequel je travaille, c'est un logiciel d'analytics qui a sa propre base de données. Du coup, on développe la base de données. Et cette null pointer exception, elle n'apparaît pas nulle part, elle apparaît dans une section critique de la base de données où nous, on fait, quand j'ai une exception à cet endroit-là, je kill la plateforme parce que c'est pas normal, je préfère arrêter, me stopper le service qui redémarre plutôt que d'aller corrompre la base de données. Et on se rend compte que donc ça plante sur un seul de nos benchmarks, mais en plus ça plante pas à tous les coups. Il n'y a évidemment aucun problème qui a été vu sur nos tests. Alors on en a un paquet, hein, on en a pour 6 heures de tout exécuter, tous les tests. Aucun problème détecté. Et ça, on s'en est rendu compte 15 jours après avoir migré de Java 17.08 à 21.01. Donc en fait, on a changé de version parce qu'il y avait CVE, tous les trimestres, ils disaient « Ah, on a corrigé ces CVE ». On a mis à jour, au passage, on est passé à 21, et on s'en est rendu compte, malheureusement, que 15 jours après. C'était fin d'année, les virus, les congés, tout ça, tout ça. Je vous rappelle, on est en décembre 2023. Du coup, qu'est-ce que fait ce benchmark? Ce benchmark, il va en fait mesurer notre capacité à rattraper la base de données. Donc on a une base de données, comme je vous disais, on va absorber les transactions, etc. Mais bon, des fois ça arrive, le serveur crash, ça arrive à tout le monde. Et bien qu'est-ce qui se passe? On va relire, nous, toute la redo-log, tout l'historique de transactions. Et l'idée de ce benchmark-là, c'est justement de mesurer à quelle vitesse on est capable de réabsorber toutes les transactions et de faire « Ah, il ne s'est rien passé, tu n'as rien vu, etc. » Et donc, on va simuler 30 minutes de données. Et en simulant ces 30 minutes de données, après, on fait comme si on avait un crash et on essaye de les réabsorber le plus vite possible. Et on le fait en globalement 1 minute 30. Qu'est-ce que ça nous importe sur ces infos? C'est qu'en fait, les données, elles ont été traitées 2 fois. Une première fois quand on les a ajoutées, et une deuxième fois, là où ça se mettra à péter, quand on les rejoue rapidement. Elles ont déjà été traitées une fois, donc elles sont bonnes. Et en plus, quand à la fin, on va comparer octet par octet notre base de données, nos fichiers de base de données, on obtient exactement la même chose. Donc les données sont bonnes. Et en plus, on a testé que si on rejoue les mêmes 30 minutes encore et encore, eh ben, ça va planter 50% du temps. Donc en fait, le problème, il ne vient pas du benchmark. Là, forcément, null pointer exception, on regarde le code. Donc, je vous rassure, il n'y aura pas beaucoup de code, ça a été simplifié. On a une value là-haut qui est une variable, on extrait un intervalle de temps, et on va comparer les millisecondes du début avec une valeur. Ça envoie une null pointer exception, et là on se dit, facile, en plus il nous le dit, valid time is null, la variable elle doit être nulle. Il s'avère que là, vous ne voyez pas tout le code. Juste avant,
on fait le même test avec compare une autre valeur, mais là, ça marche. Là, il n'y a pas de null pointer exception. Donc, ce n'est pas trop normal. Premier réflexe, ça c'est parce que la variable, elle est devenue nulle. Bah non, la variable, elle ne peut pas être devenue nulle. Elle est écrite, je n'arrive pas à voir mon pointeur, tant pis. Elle est finale, tout là-haut, là-haut. Du coup, il n'y a personne qui peut mettre cette variable à nulle. C'est une variable locale, il n'y a personne d'autre qui peut toucher. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut que je vous avoue, ce genre de problème, ça me rappelle un mauvais souvenir que j'avais eu avec Kafka. 2 ans avant, ça m'avait frustré. Ce code-là, dans Kafka, parfois, il lance des... Quand on va faire le wait en bas, il va faire un illegal monitor state exception. Ce qui veut dire, oh là là, tu as fait un wait, mais pas dans un bloc synchronized. Si vous regardez bien, le wait, il est bien dans le bloc synchronized. C'est un bug qui est toujours ouvert, qui a été après créé en bug de la JVM. Bon, celui-là, il faut 2 mois. C'était au bout de 2 mois en prod qu'on avait ce problème. Là, en 1h30, pas en 1h30, en 1 minute 30, on arrive à reproduire notre exception. C'est quand même beaucoup plus facile de tester et de corriger quelque chose qui se reproduit en 1 minute 30 plutôt qu'attendre 2 mois pour savoir si ça marche ou pas, quoi. Mais ça m'avait beaucoup frustré à l'époque de ne pas être capable de diagnostiquer. Bref, ça c'est de l'histoire ancienne. On revient à nos moutons. On a vu le code, bah, il est bon. Je veux dire, pourquoi il n'envoie pas une exception et pourquoi il l'envoie après? Et ben quand je fais je fais quoi? Comment j'avance de ça? Alors la première question que je me suis posée, c'est comment je sais que ça marche? Parce qu'en fait, quand on plante 50% du temps, bah, c'est un peu compliqué de savoir si ça plante. Bah, c'est facile, ça plante. Si ça marche, est-ce que en fait, ça marche parce que ça marche, ou est-ce que ça marche parce qu'on a eu de la chance et qu'on n'a pas eu le plantage? Du coup, il a fallu que je me dise, bon, bah, pour résoudre, il faut que je puisse savoir de manière sûre si ça marche ou si ça ne marche pas. Du coup, mon idée, ça a été de me dire, je vais prendre 10 exécutions. Si les 10 marchent, je considère que ça marche. En gros, si on fait les probas, ça fait 0,1% de chance de se planter, de considérer que c'était bon alors que ce n'était pas le cas. Je me suis dit, je suis large. Dans la vraie vie, quand j'ai testé, le maximum où j'ai vu mon plantage, c'est à 4. Donc 10, j'étais vraiment large. Mais bon, je ne savais pas avant de faire les différents tests. Bon, alors maintenant qu'on a décidé de comment on allait décider si ça marche, comment on avance? Enfin, c'est quoi la première étape? Comment on cherche à savoir? Je me suis dit, c'est facile, on va commencer, le benchmark n'est pas bon, il passait en 17, passant en Java 21, ça met avant un problème qui était là depuis la nuit des temps, etc. Et il faut savoir que notre benchmark, nous, il utilise un agent Java. Alors c'est un agent qu'on a développé nous, donc c'est pour ça, il peut y avoir des bugs. Il a un petit côté magique, c'est qu'il va faire semblant que l'heure, elle est changée. Comme ça, la JVM, quand on va lancer notre benchmark, il va toujours croire qu'il est la même heure, peu importe quand est-ce que le job va être lancé effectivement. Et donc l'hypothèse, c'est de se dire, bah, si ça se trouve, l'agent, il ne supporte pas Java 21. Donc bah, c'est facile, on enlève l'agent, on relance, et là ça plante. Donc ce n'est pas un problème de benchmark. Mais ce n'est pas un problème de benchmark. Retour à la case départ, c'est quoi le problème? Et là je me dis, bah, si ce n'est pas l'agent, si ce n'est pas le code, c'est peut-être un bug de JVM. Donc là, je vais me mettre à tester plein de versions. La première, pour être sûr, je teste 17.08, ça passe. Donc là, j'ai fait mes 10 exécutions d'affilée, ça passe. Et je teste avec toute une série de versions. 21.01, c'est laquelle on a vu le problème, ça passe pas. Je me dis, est-ce que c'était un correctif par rapport à la 21? Je teste la 21, ça passe pas. Je me dis, essayons une autre, 17.09. Là, ça marche. Donc ça, déjà, c'était une bonne nouvelle parce qu'on a pu mettre à jour avec le correctif de sécurité en 17.09 tranquillement, le temps de diagnostiquer sereinement ce problème de JVM. Et alors là, je vais aller tester d'autres JVM parce que j'ai vraiment aucune idée. Je me dis, et si ça se trouve, c'est un bug connu, allons prendre une version nightly de la 21, ça a été corrigé par quelqu'un, ce sera bon. Non. Je me suis dit, soyons complètement fous, je vais aller chercher la dernière version. On venait, donc c'est en décembre, on venait tout juste de faire la branche de JDK 22, du coup, la branche principale devenait JDK 23. Je l'ai pris, et bien ça n'a pas marché non plus. Après, j'ai testé donc
Alexei Shipilev, il faut savoir, il fournit des builds. Il va plusieurs fois par jour builder la JVM en plusieurs options. Donc il y a l'option release qu'on connaît tous. Et après, je vais venir aux autres, je vais les lister. Il y a la fast debug et il y a la slow debug. Bon, déjà, aucune des versions fonctionne, mais là, je vais vous expliquer ce que c'est fast debug et slow debug. La JVM, elle a tout plein d'assertions dans son code pour vérifier qu'elle fonctionne correctement. Mais en prod, quand notre logiciel y tourne, on ne veut pas ces assertions parce que ça prend du temps. Donc, il y a en release, aucune assertion est exécutée. En phase debug, il y a juste quelques assertions qui sont là pour vérifier que la JVM elle fonctionne correctement. En slow debug, alors là c'est très lent, la JVM fait toutes ses vérifications de son état, et en plus elle n'est même pas capable de voir qu'il y avait un bug. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune assertion qui m'a dit « Ouh là là, j'ai détecté un problème à cet endroit-là ». Mais quand je fais ça, maintenant, je ne suis pas très aidé. Au hasard, mais alors vraiment au hasard, je teste au milieu, entre 17 et 21, j'ai pris, allez, testons. J'ai testé la 19, ça a marché. Forcément, je me suis mis à rechercher sur le bug tracker, mais bon, quand on cherche null pointer exception sur le bug tracker, on ne trouve pas grand-chose. Et du coup, je me retrouve un peu à la case départ, quoi. C'est un bug de JVM, c'est bien, mais je ne peux pas aller sur le bug tracker, tenez, ça c'est tout notre code propriétaire, vous en avez besoin, ça c'est toutes nos données de simulation, vous en avez besoin, et quand vous lancez ça, une fois sur deux, vous verrez une null pointer exception que ça ne doit pas arriver. Non, enfin on ne peut pas faire ça. Du coup, je me mets à avoir d'autres idées, quoi. J'essaye des trucs, je me dis, ça se trouve, le GC il libère trop tôt. Il n'est pas capable de voir que ma variable elle est encore utilisée, il y a un bug dans le GC, au début ça passe, le code s'exécute, et à la fin, ma variable est nulle, parce que le garbage collector, il a effacé cette zone de la mémoire, considérant à tort qu'elle n'était pas utilisée. Donc, pour savoir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester sur les différents GC qui étaient disponibles. Donc, parallèle GC, qui est celui que nous, on utilise par défaut, qui est super adapté pour les batchs, ça ne marche pas. J'ai testé G1 GC, qui est celui qui est par défaut, ça ne marche pas non plus. J'ai testé un petit nouveau qui est super efficace, qui s'appelle ZGC, non plus ça ne marche pas. Shenandoah, et je suis même allé jusqu'à Serial GC, celui qui est parfait pour les microservices, qui fonctionne sur un thread et en toute petite mémoire, c'est celui que vous voulez. Ça ne marche pas non plus. Comme c'est chacun des GC qui aura son algorithme pour savoir si la mémoire est utilisée ou pas, son implémentation pour le faire, ça ne peut pas être le GC, parce qu'en fait, j'ai différentes implémentations. Donc, ce n'est pas la mémoire qui se libère trop tôt. Donc, cette hypothèse, elle est fausse. Retour à la case départ. Et alors là, je me dis, peut-être que c'est le JIT qui génère des bugs. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le JIT, c'est le Just-in-Time Compiler. C'est celui qui va être responsable de transformer le bytecode de nos points classes en assembleur pour la machine, pour la JVM. Et je me dis, comme ça plante à la fin près d'1 minute 30 quand on arrive, c'est que je me dis, c'est que le code, quand il a été compilé, il a mal été compilé par le JIT, il n'a pas vu que la mémoire, il a libéré la mémoire trop tôt dans son code assembleur, etc. Et puis, comme ça plante pas toujours, je me dis, le code généré, il doit être 50% du temps pas bon, le code assembleur. J'ai qu'à comparer une exécution où ça marche avec une exécution où ça marche pas, et puis on verra. Bon alors, ça, c'est faux. Mais ça, je ne le sais pas encore que c'est faux. Mais du coup, je poursuis cette piste. Question, comment on récupère le code généré? Ça, je n'avais jamais cherché comment on récupère le code de la JVM qui va être vraiment exécuté. Donc d'abord, on commence par un petit paramètre qui permet de savoir, il y a les options de diagnostic de la JVM. En plus, on dit, vaut mieux mettre spécifiquement quelle classe, de quelle méthode on veut voir, quelle méthode de quelle classe, de quel package, parce que vous vous dites bien que toutes vos méthodes à vous, plus toutes celles de vos librairies, plus toutes celles de la JVM, ça fait un peu trop d'assembleur qui va être produit pour aller chercher dedans. Et après, j'ai passé une petite option. Alors, j'ai pas testé 100, mais ça me paraissait censé parce que ça me rappelle des vieux souvenirs de l'école vite fait. Je me suis dit, je vais me mettre en Intel, parce que pourquoi pas. Pour que ça marche, tout ça, il y a besoin d'une petite librairie, HS10, donc Hotspot Disassembly. On la met et ça permet en fait de
générer le bytecode, enfin de voir l'assembleur avec les liens avec le bytecode, de savoir là c'était à tel moment, ce qui est assez pratique. À quoi ça ressemble? Alors ça ressemble à de l'assembleur et ça ressemble à des mauvais souvenirs. Bon, alors on y va. Donc à gauche on a les offsets, au milieu on a les commandes, à droite on a les paramètres. Moi l'assembleur c'est pas mon truc. Donc du coup je commence à analyser. Déjà je me dis il y a beaucoup trop de lignes pour que je sois capable de le faire. Et en plus, les index à gauche, ils ne correspondent pas d'une exécution à une autre. Parce que la méthode, elle va être mise en assembleur à un endroit, et puis à un autre moment à un autre endroit. Mais ça veut dire qu'aussi que ma méthode qui appelle d'autres méthodes, ça ne matche pas. Les pointeurs, ils ne sont pas les mêmes. Du coup, je ne peux pas utiliser un diff, un winmerge, ce que l'on veut pour faire la comparaison. Ce n'est pas possible. On ne peut pas comparer automatiquement. Donc là, ça veut dire qu'il faut le faire à la main. Donc, je ne vous ai pas tout montré. Quand on génère l'assembleur, le bout d'assembleur, il est dans 10 assemblies. Avant, il y a des en-têtes. Et ces en-têtes, là, il me dit, c'est un compiled. D'accord, c'est un compiled. Là, ça a marché. Là, c'est trop bien. Quand c'est à ce niveau-là, ça passe. Et puis, je me rends compte que dès que j'ai le C2 compiled, ça plante. Ouais, c'est celui-là qu'il faut regarder. Mais là, il y a un petit détail. Si vous regardez, c'est 40 kilooctets de binaire à comparer à la main. Moi, je fais pas ça. Du coup, je cherche un autre moyen. Je cherche les options du JIT, savoir si je peux lui passer des options en disant vas-y, fais ça, fais ça. Donc je commence par dire fais pas de JIT, tu me génères pas de code assembleur, tu fais que en interpréter. Je passe la petite option pour être en code interprété, ça passe. Bon, alors c'est un petit inconvénient. Ça tourne en 35 minutes au lieu d'1 minute 30. C'est pas viable, je veux dire, sur le long terme. Du coup, après, on va aller voir sur les options de C1. Donc, C1, j'ai découvert à ce moment-là qu'il avait plusieurs options. On peut dire, arrête-toi au niveau 1. Qu'est-ce que le niveau 1? Il va prendre le bytecode de nos points classes, il va les améliorer un tout petit peu, hop, il les génère en assembleur. Quand on fait ça, c'est un peu lent. Quand on fait ça, ça marche. Mais c'est lent. Il y a un level 2. Alors le level 2, lui, ce qu'il fait, c'est qu'en plus, ce qu'il va faire dans l'assembleur, donc l'assembleur qui va générer, il est un petit peu plus performant, et il va rajouter un petit peu de profiling pour savoir, quand il y a ce if, je vais plus souvent de ce côté-là que de ce côté-là. Les classes, en vrai, c'est celles-ci qui sont exécutées. La méthode, c'est vraiment celle-ci qui est exécutée souvent, etc. En fait, il va mettre des statistiques et du profiling pour être capable, après, de générer de l'assembleur encore mieux. Le level 3, où ça marche encore, là, il s'avère que ce qui est rigolo, c'est que le level 3, il est plus lent que le level 2 parce qu'il va mettre le profiling à fond. Chacun de ces niveaux se déclenche automatiquement dans la JVM sans que vous vous rendiez compte, en fonction du nombre de fois qu'une méthode est appelée. Donc quelques milliers, on va passer à level 1, quelques dizaines de milliers, on arrive à level 3, etc. Ça dépend du nombre d'appels. Et C2, lui, celui qui est super efficace, qui a toutes les infos de profiling qui bénéficient, il n'y a pas d'option, c'est celui qui est par défaut, et ça plante. Donc je me dis, ça doit être dans C2. Mais bon, comment on fait ça, quoi? Comment on avance? Alors là, je me dis, je vais chercher d'autres idées. Je me dis, et si en fait le test est trop court? Si en fait, le bug, il n'est pas aléatoire. C'est juste que quand je rejoue en 1 minute 30, j'ai pas le temps d'aller jusqu'au moment où je vais générer le code assembleur qui n'est pas bon. Donc pour moi, c'est facile. Je me dis, je rejoue 30 minutes en 1 minute 30. Je vais rejouer 2 heures, et puis on va voir. Et là, il s'avère que victoire, ça plante à tous les coups. Alors, c'est mieux, parce que c'est reproductible, mais c'est pas génial. Maintenant qu'on a fait ça, comment on fait? Parce que, voilà, quoi, j'étais un peu comme vous, je fais oui. Et là, j'ai eu une idée un peu farfelue, je me dis, et si j'allais trouver le commit de la régression? Je me dis, je vais utiliser git bisect
donc qui permet d'aller chercher dans un commit pour trouver une régression. J'adore cette commande. Je vais trouver la régression et ça va être parfait. Ouais, mais du coup, comment on build Java? Non, parce que moi j'ai toujours téléchargé Java, j'ai jamais buildé Java. Je me suis jamais même posé la question de comment on build Java. Et du coup, comment on build Java? Je vais vous le montrer, vous verrez, c'est pas si compliqué. Première étape, on commence, toute simple, git clone. Deuxième étape, guère plus compliqué, on va dans la repo qu'on vient de cloner. Troisième étape, on check out le commit qui nous intéresse. Là, en fait, comment fonctionne la compilation de Java? Ça fonctionne avec une sorte de fichier de configuration qui va dire ce qu'on veut comme configuration à la fin. Typiquement, est-ce qu'on veut les assertions en face des bugs, ou est-ce qu'on veut de la release, ou est-ce qu'on veut tout ça? Est-ce qu'on veut faire de l'Intel 64 bits, ou on veut faire de l'ARM? Est-ce que voilà. Bref, on va lui créer un fichier de configuration. Et pour faire ça, il faut taper la commande bash configure. Donc moi, je tape bash configure. Et là, il me dit, ouh, ça va pas, j'ai pas autoconf, il faudrait l'installer. Tape cette commande. D'accord, je tape la commande. Je relance. Ah, il a trouvé autoconf. Et il me dit, ça va pas, j'ai pas file. Je fais, d'accord, on y va, on installe. Ça marche. Ouh, et voilà. Et là, il me dit, ah, j'ai pas make. Bon. Vous voyez le pattern? J'installe make. Puis après, j'installe unzip. Puis après, j'installe zip. Et là, on va arriver à une étape rigolote. C'est un peu comme les yaourts. Pour fabriquer Java, il y a besoin de Java. Il y a besoin d'avoir un JDK de base qui sert de boot. Donc il faut soit la version courante, soit la version d'avant. Ne me demandez pas comment ils ont fait la première. Il faut lui mettre... Aucun code de ce boot JDK va finir à la fin, mais bon, il en a besoin. Donc bah, vas-y, je fais du 21. Je vais relancer la commande avec l'option qui va bien, mon JDK 20, et là il me dit ah, je ne trouve pas de compilateur de C. Alors tout ça, je l'ai fait dans une image Docker que je pouvais jeter parce que je ne voulais pas pourrir la machine. Donc c'est pour ça que je suis reparti d'un truc vide, un Ubuntu tout vide. Et ben on y va, on installe. J'installe Build Essential. Et puis après, il me dit oh, il manque d'autres trucs, il me manque d'autres trucs. Mais à chaque fois, en fait, il me dit c'est quoi la commande qu'il faut taper. Donc en fait, ça va. Et à la fin, au bout d'un pas très longtemps, il va dire j'ai créé la configuration, c'est trop bien, elle s'appelle Linux x86-64 server release, et comme je disais, c'est en mode release. Ouais. Mais ça, c'était le fichier de conf. Du coup, maintenant, faut builder, make image. Et là, ça se fait tout seul, ça se termine, ça marche du premier coup. On va aller voir dans le répertoire de sortie, on prend un petit Java version, et là, on a buildé notre propre JVM. Tout seul, tout simplement. Donc, comment on build Java? On installe tout ce qu'il a besoin. En gros, il a les outils, et puis il a quelques libs, il va nous dire oh, j'ai besoin des polices, j'ai besoin des librairies graphiques, j'ai besoin des librairies son, j'ai besoin des polices, bon, voilà. Mais il nous fournit les commandes à taper, alors ça, c'est pas trop fatigant. Globalement, il faut 5 minutes pour installer toutes les dépendances, mais vraiment, 5 minutes. Et il faut, là où ça m'a bluffé, 5 minutes pour builder Java. Alors je sais pas vous, mais moi, mon projet, il se compile en plus que 5 minutes. Ce qui est quand même assez impressionnant qu'ils aient été capables de faire ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut créer un environnement facile tout près, quoi. Je veux dire, les commandes sudo apt machin et tout, on peut créer une image Docker avec ça directement prête, prête à builder Java sans aucun problème. Du coup, maintenant, je pars à la recherche du commit. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez Git bisect, si vous l'utilisez souvent. Moi, j'adore cette commande. Donc on va lui dire, je vais commencer à rechercher. Je vais faire un git bisect start. Je dis, je commence une session. Donc je suis sur le tag JDK 21. Je lui dis, ce commit, il est bad, il n'est pas bien. C'est pas le bon commit. Je lui dis, c'est ça le bon commit. C'est le JDK 19.
Et là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a coupé en plein milieu, et il me dit, bah après ça, tu auras 2441 commits à tester, mais bon, comme à chaque fois on divise par 2, en fait, ça va vite. Je veux dire, de 2441, et ça, c'est pour la moitié, parce que comme on est au milieu, c'est la moitié, c'est-à-dire qu'on va avoir fait tous les commits de 1 an de développement de Java, facilement. Donc lui, il check out. Bah, il a check outé, qu'est-ce que je fais moi? Je compile, je lance mon bench pour savoir si ça marche, et je dis, ah bah non, celui-là, il ne marche pas. Et là, il me dit, on recommence. Il te restera après 1219 révisions, et tu l'auras en 10 étapes. Et donc, il me check out les commits, ainsi de suite. Et donc, moi, je relance, je fais. Mais à chaque fois, c'est rapide. Je veux dire, 5 minutes pour lancer la compilation de Java. Moi, mon bench, comme je l'ai passé à 2 heures, mais que je faisais 30 minutes en 1 minute 30, bah là, en un peu plus de 5 minutes, j'ai mon résultat aussi. En fait, ça va vite. Je dépile assez rapidement pour aller jusqu'au commit. Donc, vous voyez, là, déjà, on arrive, il nous reste 152 révisions. Mais bon, au début, on a attaqué, il y avait 11 steps qui restaient. Là, il reste que 152 révisions, mais ça fait quand même 7 steps. Donc, on déroule, on déroule, on déroule. C'est les vrais commits, hein. Vous pouvez aller vérifier, vous pouvez taper les commandes. C'est vraiment les commits. Et on va arriver jusqu'à la fin. On commence à être. On arrive, c'est le dernier commit à tester. Je le build, je lance, je lui dis ça marche. Et là, il me dit ceci est le premier mauvais commit. Et la mauvaise nouvelle, c'est un merge. Mais un merge, ça va prendre 2 branches pour les mettre en une. Mais si on regarde bien, j'ai la F4 et la F7. Et la F7, je viens de la tester. Elle est bonne. Donc je sais que le problème, il vient de la branche F4. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, pour trouver, je vais demander la log. Alors il y a une commande mieux, mais à chaque fois je l'oublie, qui permet d'avoir l'ancêtre commun. Voilà, bref, j'ai fait la log. Donc là, j'ai mon commit où je suis. J'ai le côté de l'arbre, de l'arborescence où ça marche bien. Et j'ai le côté de l'arborescence où ça marche mal, mais je ne sais pas où. Et le tout premier commit, c'est un merge. Je me dis, eh ben, on va commencer par celui-là. Je veux dire, si ça plante, ça voudra dire que ce sera ce merge, et je recommence. Si ça marche, ça veut dire que c'est entre les deux. On recommence un bisect, je lui dis, là, c'est pas bon. Je check out le commit qui va bien. Je build mon Java, je lance, et là, ça marche. Et donc, il me dit 15 révisions, ce qui est beaucoup mieux que les 2441, mais bon, il y a quand même 4 étapes. Et donc, j'avance. Bah oui, là, c'est pas bon. Là, c'est bon. On continue. Là, c'est pas bon. On teste. J'arrive à la fin. C'est pas bon. Il me dit, voici le commit qui a introduit. Et ensuite, quand on fait le bisect, il nous affiche les détails du commit. Donc, c'est ce commit-là. Alors, j'ai supprimé les noms des gens parce que, en fait, qui n'a jamais introduit de régression sans le vouloir? Il y a même eu des code review. Je ne veux pas faire oh là là, c'est mal. Ça arrive. C'est la vraie vie. Donc, c'est ce commit avec un message que je ne comprends pas des masses. Cleanup class loader parameter, parce que moi, je n'avais pas vraiment l'impression d'être dans les class loader avec mon null pointer exception là. Et un ticket associé. Bon. Si on continue, il affiche les classes, les fichiers modifiés de Git. Oui, alors, system dictionary, loader constraint de class file, mais qu'est-ce que c'est? Et puis c'est du code C, j'aime pas ça, c'est pas mon truc. L'avantage, bah, avec le commit, c'est sur GitHub, on peut regarder. Bon, bah, ça a l'air d'être un commit de refactor, je veux dire, on a un OOP, on va dire que c'est un pointeur standard qui a été typé dans un class loader data qu'on appelle loader 1. Et puis on a fait pareil pour l'OOP loader 2 qu'on a transformé en class. Je comprends rien du tout, mais ça me ressemble à on a pris un code, on a mis les bons types, on a renommé les variables plutôt que de l'appeler class loader 1. Bah, comme maintenant on a le type, on peut juste l'appeler loader 1 et loader 2. Je regarde la suite du commit, bah ouais, on a fait ça, quoi. On a typé les données.
on a mieux typé les données. Donc voilà, j'ai trouvé le commit. Je me dis, bah lui, ils ne mettent pas beaucoup à savoir d'où ça vient. Allons voir le ticket. Voilà. Donc là, on regarde le ticket associé. Et là, ça met, bah ouais, on a changé. Et puis, il y a plein de conversions qui servent à rien et qui peuvent être supprimées. Hein, hein. Et pourquoi ça fait mon null pointer exception, moi? Du coup, je me retrouve complètement... je fais quoi? Là, je décide, comme maintenant j'ai le commit, d'appeler à l'aide. Alors, je vais contacter plein de personnes. Je vais contacter les auteurs du commit. Je vais contacter Alexei Shipilev, dont j'ai parlé avant. J'ai contacté Nikolai Parlog. J'ai contacté Rémi Forax, qui était mon prof de Java. Et j'ai mis un message sur la mailing list de Java. En gros, tous, ils ont eu le même message. Bonjour, j'ai trouvé que ce commit fait une null pointer exception chez moi. Je ne comprends pas du tout ce commit. Est-ce que vous auriez une idée? Alors, je rappelle, c'était les périodes de Noël. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Les seules réponses que j'ai eues, c'est sur la mailing list. Mais sur la mailing list, j'ai eu, on va dire, 2 types de réponses. Les premiers, c'est « c'est pas possible ». Si, c'est possible. Et les deuxièmes, c'est « ben, il n'y a qu'à pas faire la compilation en C2 ». Ah bah oui, mais je suis 2 fois plus lent. Moi, je veux pas que mon produit soit 2 fois plus lent parce qu'il y a un bug dans la JVM. C'est pas une solution de dire « désactive cette compilation ». Non. Du coup, voilà, j'ai pas vraiment de réponse. Je fais quoi? Je me dis, allez, j'y connais rien, mais je vais relire le commit. Et là, par chance, je tombe sur ce bout de code. Et sur ce bout-là exactement, est-ce qu'il y en a qui spotent le problème? Vous voyez? Le refactor class loader 2, hein? Il aurait dû être, il a été mis en loader 1. Ça ressemble à une typo. Et si je mets loader 2, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est facile, maintenant que je sais builder la JVM, etc., etc., ça marche. J'ai trouvé une typo. Bon, maintenant il faut l'intégrer. Je me dis, pas de problème, je vais créer une pull request. Voilà. Sauf qu'en fait, on ne peut pas créer une pull request comme ça. Il faut avoir signé le Oracle Contributor Agreement, qui permet de partager la propriété intellectuelle du commit. Alors là, on va être honnête, hein, la propriété intellectuelle d'avoir remplacé un 1 par un 2, ça va, c'est pas de l'innovation, c'est gérable. Et en plus, d'abord, il faut créer un bug sur le bug tracker. Alors moi, je dois dire, je ne connais pas du tout le process. J'ai fait un peu ma feignasse. J'ai demandé à Alexei Shipilev de le faire pour moi. Je lui ai demandé, bah voilà, j'ai trouvé, regarde, machin, ça ressemble à une typo. Et donc, il l'a fait. Merci à lui. Il a créé le bug en mettant lui aussi, donc comme reporté, régression introduite par le commit que j'ai trouvé, which looks like a typo. Oui, ça y ressemble. Du coup, dans la foulée, il a fait la pull request, où on voit bien le deuxième loader 1 qui s'est transformé en loader 2. Alors, ne me demandez pas pourquoi ça a eu cet impact. Pourquoi ça fait une null pointer exception quand on arrive à la compilation C2? J'en ai aucune idée. Je sais juste que c'était ça la cause du problème. Et si on avait eu, si j'avais fait le commit de la pull request moi-même, et ben en fait, il y aurait eu une petite ligne copyright en rab là-haut qui aurait écrit Axway. Mais avoir le Oracle Contributor Agreement et tout, avec toute la validation du service juridique de l'entreprise pour être sûr qu'on ne fait pas un pacte avec le diable, etc., etc., je ne l'ai pas fait. Bonne nouvelle, ça a été corrigé en 21.03. Donc je vous déconseille toutes les versions avant. Celle-ci, ça marche. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour Amazon, donc Amazon, ils ont leur version de Java qui s'appelle Corretto. Ils ont considéré ce bug tellement critique. En fait, il a été corrigé une semaine après la release de 21.02. Et donc, du coup, eux, ils ont considéré ça tellement critique comme bug
qu'en fait, ils ont fait une release à eux, une 21.0.2.1, qui contient, entre autres, le correctif de ce là pour être sûr qu'ils n'aient pas de problème, etc. Donc le bilan. J'étais perdu quand même, hein, je ne vous cache pas. Mais c'était simple. Je veux dire, il n'y a aucune chose que j'ai fait là qui paraît démesurément compliquée. Oui, je suis tombé sur des bouts de code que je ne connaissais pas, que je ne comprends pas, toujours pas d'ailleurs. Hein. Je n'ai aucune idée de ce qu'est le système dictionary et le loader constraint et tout ça, hein, chacun. Voilà. Mais j'ai pu trouver. J'ai aussi appris au passage que c'est très facile de compiler Java. Et pour l'anecdote, on peut dire oh, on s'en sert jamais. Eh bien, je m'en suis servi une seconde fois. Je m'en suis servi une seconde fois, suite à une autre mise à jour de Java, où là, on a eu sur la moitié de nos benchmarks une augmentation de la consommation mémoire de 30%. Nous, on mesure le temps qu'ils vont mettre, etc. Oui, parce qu'un benchmark, ça va être soit une charge de travail fixe et combien de temps on peut le faire, soit un temps donné et quelle est la quantité de travail. Nous, c'est une charge de travail fixe et le but du jeu, c'est de le finir le plus tôt possible. Et donc, là, on mesure plein de trucs, utilisation CPU, utilisation mémoire, et là, on voit un pic de plus 30% d'utilisation mémoire. Ça fonctionne bien, ça fait peur un peu. Et donc, on va regarder. Et en creusant, en fait, je tombe sur le commit. Et en regardant le commit, que là, j'ai compris, dont le titre était clair, en fait, il s'avérait que dans Parallel GC, il y avait un bug qui faisait qu'il n'utilisait pas toute la mémoire dont il avait le droit. Vous savez, on met le XMX pour lui mettre la taille mémoire maximum, mais il y avait un bug dans Parallel GC qui faisait que des fois, il n'utilisait pas toute la mémoire. Et du coup, le plus 30% d'utilisation de mémoire, c'est juste que le benchmark s'est mis à utiliser toute la mémoire qu'on lui avait autorisée. Avant, il y avait 30% de mémoire qui ne servait à rien. Donc, pour le coup, c'était une bonne nouvelle. Moi, je suis content parce que j'ai appris plein de choses au passage. Pour moi, il y avait un niveau de JIT, c'est-à-dire interpréter et puis pouf, compiler. Non, en fait, il y a plein de niveaux parce qu'au début, on veut compiler en faisant la compilation de manière super rapide parce qu'on va en faire plein, même si le code il n'est pas super optimisé, pour être déjà mieux qu'en interpréter. Et puis après, on va mettre des statistiques, du profiling pour être capable de générer du code encore plus performant et encore plus performant. C'est pour ça que Java a ce fameux temps de warm-up au démarrage, c'est qu'en fait, il va se mettre à compiler de code de plus en plus performant, quitte à faire plein de choses. Il va virer des instances. Nous, on va faire une nouvelle classe, lui, il va faire une nouvelle instance, lui, il va la virer, cette nouvelle instance. Il va se rendre compte qu'en fait, ça ne sort pas, il va inliner tout ça, il va le mettre en assembleur, enfin, il fait des optimisations de psychopathe. On peut voir l'assembleur généré. Du coup, ça peut être utile, typiquement pour mon fameux bug de Kafka, de voir l'assembleur. Là, moi, dans mon cas, 40 kilooctets, c'était non. Mais bon, quand on a des petites méthodes, des petits trucs, ça peut être gérable d'aller voir l'assembleur généré pour comparer. Aussi, attention au commit de refactor, hein, parce que même s'il y a une code review, tout le monde fait oui, bah ouais, on est passé de loader 1 à loader 2. Ça va, il ne peut pas y avoir de commit. Et puis, au passage, ça m'a permis, moi j'ai tout noté ce que j'avais fait parce que pour pas me perdre, puis ça m'a permis de faire ce talk. Voilà, ce qui est pas mal. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Et on a du temps pour les questions. Oui. Oui, j'ai essayé 2 distributions. En fait, habituellement, nous, on tourne en Adoptium, donc Témérin, machin. Je les ai toutes essayées. Je ne l'ai pas mis là, j'ai essayé la version Oracle, j'ai essayé Coreto, voilà. Non. En fait, ils prennent la même chose, mais j'ai testé, oui, plusieurs distributions pour être sûr, et en fait, ça se reproduit à tous les coups. Oui. Oui.
Alors, j'ai mis combien de temps au final? Au final, bah, en même temps, c'est tombé pendant les fêtes de Noël. Et puis, bah, Noël, à cette époque aussi, j'ai été malade. Il m'a fallu, au total, je vais dire un mois. Euh, une fois que c'est allé vite, dès l'instant que je me suis dit, bah, je peux compiler Java. Enfin, je dis, il y a des gens qui le font. Au pire, je vais m'inspirer de jobs de CI de d'autres personnes. Je vais bien finir. Et en fait, j'ai été bluffé comment c'était facile. Et une fois que j'ai eu ce courage de me dire, je peux builder, déjà cette idée et le courage de dire, je peux builder Java, ça s'est déroulé. Non, et après j'ai bloqué parce que le commit, vraiment, je n'avais aucune idée de ce qu'il pouvait faire et de pourquoi il pouvait faire la null pointer exception, parce que je voyais aucun lien. Et je vois toujours pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ouais. Alors j'ai essayé ça. Alors, j'ai essayé ça. Je me suis fait un petit programme pour aller faire la comparaison de pointeurs, de diff. Alors là, il y avait un écart de temps et j'ai un écart de temps et non. Et au bout de 2 jours, j'ai dit non, c'est pas la bonne piste. J'ai perdu 2 jours à essayer de oui, comparer d'aligner les offsets. Oui. Alors, alors j'ai testé le revert. En fait, quand je suis arrivé sur ce commit, quand j'ai trouvé le commit, quand j'ai lu le commit, j'ai fait mais non, mais jamais de la vie, c'est lui qui plante. Du coup, je suis allé au précédent, juste avant, je l'ai compilé, et là, je pense que j'ai dû le lancer. Je vous avais dit, je lançais 10 fois pour être sûr que c'était bien. Là, j'ai dû le lancer une cinquantaine de fois pour être genre, non, mais c'est pas possible, je vois pas comment ce commit, il peut me poser problème. Vraiment, c'est un refactor bête, je vois pas comment c'est possible. Je l'ai fait, et non, j'étais sûr du commit, et je comprenais pas pourquoi. Et d'ailleurs, les gens de la communauté Java ne voyaient pas pourquoi ça pouvait mettre ça. Les gens de la mailing list, alors d'abord, j'ai même mis le message sur la mauvaise mailing list de Java, parce qu'en fait, dans les Java compilers, bah, il y en a deux. Il y a alors je crois que moi c'était Java Compiler Runtime ou un truc comme ça. Mais il y a celui qui est le compiler quand on fait la commande JavaC, qui est utilisé par Maven ou Gradle, etc. Et puis il y a le compilateur qui est interne à Java, le C1, le C2. J'étais pas sur la bonne mailing list au début. On apprend. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, je ne lui ai pas demandé. Alors, la question, c'est est-ce que Alexei, il a compris ce commit? Peut-être, parce qu'il fait vraiment des trucs de psychopathe. Genre, il optimise un handshake. D'ailleurs, grâce à lui, tous les démarrages de Java sont maintenant 1 milliseconde plus courts. Voilà. Mais je vous conseille de le suivre sur les réseaux sociaux. Il va mettre des trucs, mais on se dit d'avoir des gens qui bossent tellement sur la performance pour tout le monde, en fait, parce que c'est cette petite goutte plus cette petite goutte plus cette petite goutte qui font que du coup, bah, la JVM, elle vient de plus en plus vite, elle est de plus en plus rapide, et c'est quand même hallucinant qu'il y ait des gens ont un neurone comme ça, qui soient capables de trouver des optimisations. Hein. Il va faire, oh, d'habitude, cette méthode, elle fait 6 lignes assembleur, mais en fait, on peut la faire en que 5. Et donc on gagne qu'une inscription, ce qui nous paraît pour nous complètement ridicule. Enfin, je veux dire, nous, probablement, nos optimisations à nous, c'est bah, l'algo, il n'est pas bon, et on va refaire un meilleur algo. Quoi. Eux, ils sont, non, l'assembleur généré, ça va pas. Peut-être il a compris, moi pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors, hum, la question c'est, est-ce que je l'ai fait tout seul ou est-ce que je me suis fait aider par des IA? Je me suis pas fait aider par des IA. En fait, parce que mon symptôme, null pointer exception, bah, j'ai fait des recherches Google, hein, mais null pointer exception, ça dit bah, ta variable, elle est nulle. Bah ouais, mais là non.
Alors, j'ai même douté de ce truc-là. J'ai même fait carrément modifier mon code pour mettre une log juste avant le test, pour loguer ma variable. Donc ça m'a mis des milliards de lignes de log. Et effectivement, à un moment donné, ma variable, elle passe magiquement de j'ai une valeur à je deviens nul, toute seule, avec ces deux. Et donc, voilà, je n'ai pas trop compris pourquoi ça arrivait, mais bon, ça arrivait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, c'est aussi ce que je me suis dit. Donc la question, c'est quand même dingue qu'il n'y ait que moi qui ai vu ce problème, etc. En fait, c'est le hasard qui a voulu que ce bug me tombe sur les bras et que moi, ça fasse je veux dire, une null pointer exception ailleurs dans mon code. Ouais, bah, c'est un cas d'erreur, il y aura un catch quelque part. Mais là, c'était dans une section de l'application que nous, on considère critique. Et à chaque exception, et on fait bien attention de n'attraper aucune exception pour avoir un gros catch global qui, lui, tue la plateforme. Vraiment, on va faire un heap dump, un thread dump, et pouf, on tue la plateforme tout de suite. Donc, j'ai eu une part de chance qui fait que c'était toujours la même méthode qui plantait, toujours au même endroit, et dans un code critique à moi. C'est comme ça que je suis tombé sur ce bug-là. Mais ça se trouve, en fait, plein de gens l'avaient eu, mais ça a été catché par d'autres systèmes, et en fait, c'était caché, parce que bah, c'est une null pointer exception, et qu'il y a tout le monde qui catch un catch exception, un catch runtime exception, il y a tout le monde qui fait ça. Et donc voilà. Je suis tombé dessus parce que j'ai eu de la chance. Oui. Alors, c'est pire que ça. On l'a vu que sur un de nos benchmarks et qui n'est pas celui qui est le plus intensif en utilisation mémoire, CPU, etc. Je ne peux pas expliquer pourquoi c'est celui-là qui a pris. Les autres, ils n'ont rien vu. Ça veut dire que les versions qu'on avait déployées chez le client, personne n'a vu quoi que ce soit. On a ressorti une nouvelle version du logiciel en 17.09 dès lors qu'on savait, voilà, on a fait hop, correctif, déployer ça. A priori, c'est pas arrivé. On n'a pas eu de ticket client disant on a eu cette null pointer exception. On n'a pas eu cette info. Ça est peut-être qu'un problème qui n'apparaissait que dans cette utilisation très précise. Exactement. Une autre question? Alors, alors la question c'est est-ce qu'à cet endroit-là, on fait quelque chose de particulier avec les classes loader? Il s'avère qu'à cet endroit-là, non. Il y a d'autres endroits où on fait des gymnastiques de classe loader, mais là, c'est vraiment une méthode, dans notre moteur de base de données où, en fait, en gros, c'est quand on va mettre à jour une valeur, on va aller lire la valeur d'avant, voir s'il y a eu un changement pour éventuellement la changer et envoyer un événement en disant la valeur a changé, sinon on n'envoie pas d'événement. Donc c'est vraiment une méthode classique. Je veux dire, il y a une vingtaine de lignes entre les deux if qui fait rien de plus que je lis une valeur, je regarde, je compare, je vois si c'est bon, je mets la nouvelle valeur, j'enregistre l'événement, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup pour votre attention.